Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir passer ces quelques instants avec vous et partager cette introduction à la chimie du bois. Alors, les objectifs, hein, je vais vous les présenter directement. Donc, c'est va être de situer le contexte. Thierry elle a déjà dit quelques mots. Il y a plusieurs termes qui tournent autour de la chimie du bois, la chimie verte, la chimie biosourcée. C'est un terme qui est assez générique, non, très global, c'est une expression éculée. Et donc, on peut avoir besoin de redéfinir, de resituer l'ensemble du contexte. Et on verra qu'il y a différentes voies de valorisation du bois en chimie. Et il y a quelques exemples qui seront proposés pour montrer un éventail restreint du champ des possibles. Il y a nécessairement un parti pris parce que tout n'est pas possible, tout ne peut pas être présenté durant une session relativement courte, même si une heure, ça reste confortable. Donc, on a différents termes, hein, donc chimie du végétal, les bioproduits, les produits biosourcés, les biomatériaux, qui font l'objet de définitions précises. Et on va revoir ces définitions en commençant par l'aspect chimie. Donc, la chimie, hein, c'est l'étude de la matière, de la composition, les propriétés, les réactions de différents composés. Alors, c'est une chimie qui peut être alors traditionnelle et à laquelle on commence alors peut-être pas opposer, mais à mettre en rivalité avec une chimie verte. Les deux chimies ont des cahiers des charges qui sont relativement différents. Si on part sur la chimie conventionnelle, on peut estimer qu'il y a eu euh, une faible gestion des déchets qui est basée sur les solvants organiques et qui va se baser sur des matières fossiles pour l'approvisionnement. Alors, c'est peut-être un peu cliché et réducteur, mais c'est quelques-uns des éléments que l'on peut mettre vis-à-vis de la chimie verte qui a changé de nom au fil du temps, hein, qui s'appelait chimie durable, chimie écologique, pour une même chose, et qui donne la priorité à l'environnement et dont la pertinence s'évalue au travers de bilans économiques, sociétaux ou bien environnementaux. Cette chimie verte est relativement bien définie. Il y a 12 principes qui les reprennent et qui peuvent être résumés par les différents termes que j'ai recyclés. Donc, la chimie verte, c'est cette chimie verte qui motive l'utilisation de produits biosourcés. Et parmi les 12 principes, un d'entre eux incite à l'utilisation de produits qui sont biosourcés. Alors, pour la définition de biosourcé, il y a plusieurs définitions qui varient selon les interlocuteurs, selon la sensibilité des différents instituts qui peuvent travailler sur le sujet. Ce qu'on retrouve hein, d'une façon générale, c'est qu'on va opposer des ressources fossiles et qu'on va venir remplacer partiellement ou complètement par des ressources qui sont renouvelables. Et donc, par le terme renouvelable, on entend des produits qui sont vivants, qui sont issus de la biomasse. Alors, les ressources fossiles vont être le pétrole, le charbon, le gaz naturel, la houille hein, d'une façon générale, et les ressources renouvelables, dont fait partie le vivant, que l'on va dénommer sous le nom de biomasse. Euh, et par contre, voilà, la biomasse, finalement, concerne tous les organismes vivants. Ça va partir des animaux, en passant par les bactéries, les champignons, les insectes et les végétaux hein, qui nous intéressent spécifiquement. Et dans les végétaux, on va pouvoir distinguer les algues et les plantes. Donc, on voit que finalement, le biosourcé est un domaine qui est extrêmement large qui nous touche dans la vie quotidienne et que l'arbre intervient, et l'arbre et le bois, hein, par extension, est un organisme vivant parmi d'autres. Donc, on peut citer des différents usages hein, pour le vivant. On va avoir les champignons qui vont être utilisés pour la synthèse la synthèse de composés. On va avoir les insectes autour de la chimie du chitosan, qui est une chimie actuellement qui est en fort développement. Les bactéries vont être utilisées pour la nutraceutique. On a
des informations quotidiennes à la télévision. Donc, ce sont vraiment, le champ des possibles autour du biosourcé est extrêmement large. Et donc, parmi ce biosourcé, on retrouve donc les végétaux, comme je le disais, et les plantes. Et dans ces plantes, on va pouvoir distinguer différents types de plantes, différentes catégories au travers des plantes amidonnières, des plantes sucrières, les plantes oléagineuses, les plantes lignocelluleuses, où on va retrouver le bois, et des plantes contenant des substances actives, comme les huiles essentielles, les parfums, dont peut faire partie l'arbre ou le bois. Et donc, on a des usages du vivant qui sont finalement complémentaires. Il ne faut pas oublier que, en particulier pour les animaux, on va avoir le premier usage de cette bioressource, va être l'alimentaire, mais on peut également avoir l'énergie au travers de la combustion simple qu'on peut imaginer pour les bûches de bois, et également la chimie qui, elle, arrive comme étant une autre méthode, une autre façon de venir valoriser cette matière. Donc voilà, en termes de définition, pour bien resituer la chimie du bois, qui peut être une chimie verte, qui peut être une chimie conventionnelle avec l'usage de solvants, et c'est une chimie qui s'inclut dans la chimie du vivant et dans ses usages. On peut avoir deux approches par rapport à cette chimie biosourcée. On peut partir d'une ressource disponible qui est biosourcée, d'un gisement de matière, d'avoir quelque chose qu'on identifie comme étant potentiellement valorisable. Et en face, on peut avoir un produit commercialisé. Et donc, l'objectif va être de créer un lien entre ces deux ponts. Il y a une première approche qui va être de dire on va venir créer une filière, on va venir identifier des molécules ou des fonctions qui sont spécifiques et présentes et mobilisables dans la ressource biosourcée et qui va permettre d'avoir un produit ensuite commercialisé. On a une autre approche qui, elle, est une approche plus en lien avec la substitution. On va chercher à venir remplacer des composés existants qui sont souvent pétro-sourcés et donc en lien avec la chimie du pétrole, la chimie du gaz naturel. Et on va pouvoir verdir finalement les produits qui sont commercialisés pour avoir derrière une réduction de l'impact environnemental, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, hein, la première approche création, on a besoin de créer une nouvelle chaîne de valeur, alors qui va être plus ou moins complexe, qui va être plus ou moins proche d'une chaîne de valeur qui est déjà existante et donc qui va nécessiter plus ou moins d'énergie ou plus ou moins d'investissement pour venir créer ces liens. Et l'autre approche, au travers de la substitution, on va devoir réinventer ou adapter des process qui sont déjà existants et que l'on a, qui ont été mis au point pour une matière donnée. Et le fait de changer cette matière première va nécessiter de changer la façon de faire. Et donc, en même temps qu'on va devoir réinventer le process, il va falloir définir le sourcing qui va permettre d'identifier les molécules ou les éléments qui seront compatibles avec cette nouvelle méthode, cette façon de faire. Alors, il y a d'autres termes pour les approches. L'approche substitution, c'est l'approche top-down, où on remplace les composés pour venir verdir les produits, et qui est souvent une demande des consommateurs. C'est une demande de l'aval, ça peut être une demande d'un intermédiaire de fabrication, mais ça peut être une demande également des clients, vous ou moi, qui vont demander à ce que l'impact environnemental des produits que nous consommons soit diminué. Et il y a tout un ensemble d'étiquetages qui sont en cours de mise au point pour aller dans cette voie. L'approche création, qui est l'approche bottom-up, où on va venir valoriser les composés présents pour de nouveaux produits, de nouveaux usages. Et souvent, c'est une demande qui va être en lien avec les producteurs, avec les personnes qui vont être capables d'identifier les gisements de matière qui sont disponibles. Donc ça, c'est deux grosses possibilités pour venir justifier l'essor ou le développement des technologies autour du biosourcé. Dans la majorité des cas, on va avoir, pour une même matière biosourcée, des grandes étapes de traitement, des étapes de traitement de la biomasse qui vont être similaires et que je vous propose de revoir ici. Alors, c'est un schéma qu'on va revoir un petit peu plus au long de la présentation avec différentes étapes. Donc, la première étape, ça va être la récolte.
récupérer la matière, la centraliser. Ensuite, prévoir une mise en forme. Cette mise en forme doit permettre de rendre compatible l'aspect de cette matière pour pouvoir ensuite avoir une étape d'extraction qui est souvent le nœud de la valorisation. Cette étape d'extraction qui permet ensuite d'avoir un produit souvent liquide qui va être purifié, filtré et ensuite optionnellement qui peut être modifié avant d'atteindre le marché. Donc on voit que ces 6 étapes qui interviennent en cascade peuvent intervenir peuvent poser différents niveaux de complexité selon le type de matière que l'on va considérer et on le verra par la suite. Donc ici on est sur un cas simple avec une valorisation qui est linéaire, avec un monoproduit. Il faut garder à l'esprit que avoir un seul produit de valorisation est relativement dangereux ou contraignant dans le sens où on va avoir une valorisation qui va être faible et il est possible qu'aux différentes étapes, que ce soit la mise en forme, l'extraction, on ait des coproduits qui soient mis à disposition et ces coproduits devraient eux aussi trouver une voie de valorisation et être générateurs de valeur. Donc, si on fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, on peut partir donc de la récolte, de la matière première, aller vers le marché. On est sur une étape création de valeur. Ou bien on part du marché et on remonte vers la récolte, vers la matière première pour avoir un remplacement, une substitution, un verdissement. Et je vous propose de reprendre ces différentes étapes et de l'illustrer dans le cas du bois et de l'extraction des différents composés. Alors, ce sera une façon relativement générale. Hein. Si on veut rentrer dans les détails, on complexifie vite le sujet et ça devient rapidement technique et vraiment spécifique de certains métiers. Alors, pourquoi venir considérer le bois dans cette valorisation? Donc, le bois, hein, il y a une première motivation autour de l'environnement. Le bois est un matériau renouvelable qui va être accumulateur de CO2. Et la vision générale serait de dire que la sylviculture prendrait la relève de l'oléochimie et puis voilà, juste retour aux sources puisque le pétrole est issu de la biomasse, on réutilise la biomasse pour remplacer le pétrole. Le bois, hein, la ressource autour du bois est relativement abondante, hein, on en trouve un petit peu partout. Il y a des particularités selon les essences, ça peut induire également des valorisations spécifiques pour certains gisements et qui ne seront pas possibles pour d'autres. Et le prix est relativement stable dans le sens où le prix reste constant par rapport à ce qu'on peut observer sur le pétrole où les fluctuations sont extrêmement dépendantes des attentes, des besoins et des marchés et des niveaux de production des différents pays producteurs. Et l'arbre également présente des molécules qui sont proches de celles de la chimie du pétrole. Donc, ça veut dire que dans la phase d'adaptation des procédés, il est possible de considérer certains éléments de l'arbre qui vont être compatibles avec une chimie traditionnelle, chimie pétro-sourcée. Et donc, c'est en lien avec cette composition chimique du bois qui est majoritairement carbonée. C'est ce qui est repris ici, en fait, où on voit que la composition chimique des arbres, au niveau atomique, c'est 50% de carbone et 42% d'oxygène. Donc, on est sur une chimie qui est proche de celle du pétrole, qui est également composée majoritairement de carbone et d'oxygène. On voit qu'il y a des traces d'hydrogène, enfin, d'hydrogène à 6%, des traces d'azote et des traces de minéraux. Et au niveau constitutif, si là on commence à rentrer un peu plus en détail sur les spécificités du bois, on va voir que le bois est constitué majoritairement de cellulose. On va retrouver également un composé qui s'appelle la lignine et les hémicelluloses. Donc ces trois composés sont des composés qui sont structurels, qui interviennent qui sont responsables, qui participent à la cohésion de l'arbre et qui sont présents dans les fibres ou dans les trachéides du bois. Et on a d'autres substances que sont les polysaccharides, des pentosanes, les résines, qui sont, elles, non structurelles et qui vont avoir des possibilités d'extraction un peu plus faciles
puisqu'on peut derrière les solubiliser dans des solvants. Une chose importante à avoir en tête, c'est que ces proportions sont différentes selon en particulier les essences. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et un des enjeux autour de cette composition chimique, ça va être de bien maîtriser ou de bien connaître la composition du bois. Alors quand je parle de bois, je peux parler du bois, je peux parler de l'écorce. Voilà, c'est un terme qui est relativement générique. C'est un raccourci pour ne pas parler de l'arbre entièrement ou de parties spécifiques de l'arbre. Donc, il y a de nombreux projets qui sont en lien avec la qualification et la quantification des composés chimiques du bois, qui ont nécessité des mises au point, des développements de méthodes de caractérisation. Il y a des projets, on peut citer plusieurs projets, en particulier en cours le projet Extraforest qui vise à caractériser les ressources présentes dans le nord-est de la France. Évaluer également les facteurs de variabilité, puisque, comme je l'ai dit, on a des différences selon des essences. Il y a d'autres facteurs qu'on va voir juste après qui peuvent impacter les compositions. Et savoir ce que l'on a finalement dans la matière première est important pour ensuite pour définir les valorisations, et être capable de dire que tel type d'essence ou tel type de partie d'arbre peut être compatible avec tel ou tel usage. Donc cette étape est finalement relativement importante pour sélectionner les ressources et pour venir orienter les choix vers telle ou telle matière. Donc, je l'ai dit, il y a un effet essence. Et donc, là, c'est une richesse finalement pour les arbres, c'est une opportunité, puisque selon les feuillus, les résineux, on va avoir des compositions différentes, on va avoir la présence de différents composés. Les composés vont être présents, peuvent être différents et en qualité et en quantité. Il va y avoir un effet espèce. Du chêne ou du hêtre n'auront pas les mêmes propriétés, ou du Douglas et un pin sylvestre n'auront pas les mêmes compositions chimiques. Et on peut descendre même au niveau variétal, où pour différents types de peupliers, différents types d'eucalyptus, on peut avoir des niveaux de composés qui vont être différents. Et encore une nouvelle opportunité, ça va être de venir considérer les différentes parties macroscopiques du bois qui peuvent du coup être fractionnées d'un point de vue macroscopique et derrière présenter un avantage certain pour une valorisation donnée. Donc on peut séparer l'écorce, les feuilles, le bois pour derrière être capable de valoriser indépendamment ces différentes matières. Et donc, on voit que finalement, c'est une richesse d'avoir toute cette hétérogénéité, d'avoir toutes ces opportunités pour les matières. Et je pense souvent aux pays scandinaves qui ont deux ou trois essences qui sont disponibles et qui concentrent leurs recherches sur certaines espèces. Voilà, en France, on a la chance d'avoir une multitude de climats et derrière une multitude d'essences qui ont toute une carte à jouer par rapport à cette valorisation en chimie. Donc, on a vu, on a un effet facteur d'essence, un effet facteur partie de l'arbre. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. On peut avoir la composition des sols. FCBA travaille sur des projets en phytomanagement et on voit que selon la composition du sol, on peut avoir derrière des compositions, la présence de minéraux, d'éléments atomiques au niveau de l'écorce, au niveau du bois, qui sont différents par rapport à un sol voisin qui n'a pas la même composition. On a les conditions de croissance qui vont pouvoir jouer. Voilà, on a la chance d'être situé dans les Alpes. Les conditions de croissance en montagne ne sont pas les mêmes qu'en plaine et un bois du sud-ouest n'aura pas la même composition chimique qu'une même essence qui aura poussé sur un sol en pente. Le bois de réaction va faire qu'il y aura des compositions différentes. La saison de récolte également, les saisons de récolte peuvent être quelque chose qui vont impacter sur la composition chimique. Donc on voit, il y a des spécificités inter-arbres, intra-arbres qui peuvent être importantes à prendre en compte lors de ces phases exploratoires. Donc voilà, tout ça qu'on peut synthétiser en disant qu'on a une bonne connaissance de leur source et de la variabilité, de sa disponibilité qui est nécessaire
pour aborder la chimie du bois. Alors, je vous dis que c'est important, ce n'est pas primordial, ce n'est pas crucial, parce que la chimie du bois est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est séculaire. Alors, j'ai relevé ici quelques applications qui sont relativement anciennes. Donc, on peut citer le tannage des peaux, hein, l'étanin châtaignier qui était utilisé par le passé pour venir tanner le cuir qui était produit. On a les huiles aromatiques, les huiles de cèdre, l'huile de canne hein, qui est célèbre dans le sud. Les sucres hydrosolubles, on peut citer le sucre d'érable, la gomme arabique des pays du Maghreb pour des valorisations alimentaires par exemple, le caoutchouc de l'EVA. Et on a également les exsudats résineux, donc ce dont on a l'habitude quand on pense au pain maritime d'avant-guerre, qui produisait par le gémage des résines qui avaient des usages qui sont maintenant tombés en désuétude, hein, le goudronnage des cordes ou le calfatage des navires en bois, quelque chose qu'on ne fait plus, mais n'empêche que c'était grâce au bois et grâce à sa chimie qu'on avait ce type de valorisation. On a l'essence de térébenthine, qui est toujours une valorisation actuelle, ou bien la colophane, qui est encore utilisée. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont évolué au fil du temps au niveau des usages du bois comme source de chimie. Il y a des choses un peu plus récentes, par exemple la carbonisation du bois qui a été utilisée pendant la guerre pour venir alimenter les moteurs et pouvoir permettre de substituer le pétrole qui n'était pas disponible. Donc c'était encore utilisé en 1940. Il y en a la distillation de la pyrolyse du bois qui permet de fabriquer l'acide acétique, l'alcool méthylique qui s'appelle méthanol et dont le nom usuel il y a quelques temps ça date, mais s'appelait l'alcool ou l'esprit de bois. Donc la preuve que le bois chimie n'est pas quelque chose qui est récent. On avait d'autres utilisations pour les huiles, pour la pharmacie ou les usages alimentaires. Donc on voit qu'il y a de nombreux usages qui étaient présents par le passé et qui ont été parfois remplacés par le pétrole ou bien par d'autres procédés parce qu'il y a eu une évolution des pratiques, une évolution des attentes de la part de l'industrie ou de la part des consommateurs. Et finalement, la facilité a été d'aller vers le pétrole et le pétrole a pris le pas sur des valorisations qui étaient relativement usuelles pour le bois en valorisation chimique. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Si vous avez connaissance hein, d'autres valorisations, je serais ravi de pouvoir compléter la présentation et derrière venir apporter d'autres éléments. Donc, on le voit, hein, le bois, comme une source de molécules, a un passé très riche. Il y a des nombreux domaines qui sont considérés. Il y a une richesse culturelle aussi. Hein. On peut parler de la valorisation qui est faite en Amérique du Nord avec le sirop d'érable, qui est vraiment spécifique de cette partie-là du monde. Et il y en a d'autres qu'on pourrait citer. Donc, on a eu des évolutions qui ont été dues à l'histoire de la pétrochimie, à des procédés aussi qui étaient coûteux à la fois économiquement, mais aussi environnementalement. La préoccupation environnementale fait que typiquement, il faut repenser la pyrolyse du bois et c'est ce qui est fait actuellement par certains centres de recherche, pour venir réduire l'impact environnemental de cette technologie. Et également aussi, il y a eu une évolution des consommations et le plastique a pris le pas dans bon nombre de nos applications quotidiennes. Donc FCBA hein, se positionne comme un acteur multi-applicatif pour innover ou plus modestement actualiser la place du bois dans la chimie. Et donc c'est important de connaître ce passé pour mieux appréhender les différentes évolutions que l'on peut proposer. Alors FCBA est connu dans la filière pour le travail sur les valorisations qui sont traditionnelles. On va avoir le bois d'œuvre. On a également le bois issu de la trituration, hein, qui est une co-valorisation des produits issus de la forêt et issus des fabrications à base de bois. Et ensuite, on a les fibres qui sont également utilisées, que ce soit pour la production de panneaux ou bien pour la production de papier. Et donc, le bois chimie, c'est une façon qui est complémentaire
de voir les usages du bois. Et l'objectif est finalement de fermer la boucle et de venir créer cette gestion vertueuse du CO2 au travers d'un usage complémentaire d'autres ressources, un usage complémentaire du bois qui est, voilà, qui remet, à remettre au goût du jour. Donc l'objectif, hein, c'est de venir accompagner ces usages traditionnels du bois et proposer une valorisation alternative à la fois complémentaire et qui soit profitable à l'ensemble des acteurs de la filière. Donc la chimie du bois, hein, c'est une valorisation qui est non macroscopique par rapport aux différentes valorisations qu'on peut voir sur la gauche de la diapo. Donc voilà, donc intégrer cette chaîne de valeur pour la chimie permet d'avoir de nouvelles valorisations ou des co-valorisations de ressources forestières. Donc, les possibilités que l'on a autour des chimies du bois, on a 4 axes de développement selon les matières. On va retrouver des composés non structurels, dont je parlais précédemment. Et on va également avoir de notre côté les composés structurels. Donc, je vous propose de voir plus en détail comment on peut extraire ou obtenir des composés valorisés en chimie à partir de ces différents composés. Donc, dans les composés qui sont non structurels, on va retrouver des composants organiques. Ce sont des composés qu'on appelle terpéniques, des composés polyphénols. Je n'ai pas mis de molécules pour pas alourdir la présentation, mais voilà, il y a plein de carbone, il y a plein d'oxygène partout et qui sont reliés les uns aux autres de façon spécifique. Et donc, c'est là qu'on voit aussi hein, qu'il y a dans ces composants non structurels, on voit qu'il y a une grosse spécificité dans les essences, dans les modes de sylviculture. C'est là qu'on voit qu'il y a de grosses variabilités, de grosses potentialités pour des essences par rapport à d'autres. Et donc, ce sont des composés qui sont présents en quantité variable, hein, comme je le citais. Alors, actuellement, ces extraits sont parfois utilisés. Donc, le tannage, une usine en particulier dans le centre de la France a remis au goût du jour l'extraction du châtaignier de façon industrielle pour la production de tanins à usage alimentaire. C'est la même chose. Il y a des choses qui se passent. Il y a une usine Silvatim en Italie qui fait la même chose. Également des tanins de Mimosa ou de Quebracho qui sont issus d'Amérique latine et qui ont des propriétés vraiment spécifiques. Et on peut également avoir à partir de ces extraits des applications en pharmacie. Là, on peut citer les lignanes, les flavonoïdes ou bien les stilbènes qui sont utilisés. Donc, ce sont des extraits qui sont présents en quantité limitée, mais qui sont sur des marchés de niche à relativement haute valeur ajoutée et qui sont assez prometteurs pour venir apporter une valorisation supplémentaire au bois dans la mesure où ce sont des composés qui sont non structurels et on va le voir, hein, l'extraction est peut-être hein, relativement simple ou bien parce qu'on n'a pas besoin de dégrader la matrice bois de façon trop importante, de dégrader d'un point de vue chimique. Alors, si on reprend le schéma dont je parlais tout à l'heure, qui partait de la récolte vers le marché avec les différentes étapes intermédiaires, donc l'extraction, donc les couleurs correspondent à la difficulté ou à la complexité de l'étape, sans dire que c'est impossible, sans dire que c'est facile. Voilà, c'est un point de vue technique de dire que bon, l'extraction peut être, bon, j'ai mis en jaune parce que l'extraction, elle est vraiment sujette à évolution selon les objectifs, selon le type de matière que l'on va vouloir extraire et le type de produit que l'on veut obtenir. Donc, c'est vraiment un enjeu qui va être dépendant des marchés. L'étape d'après, la purification, elle va vraiment impacter va jouer sur la pureté des produits, sur le niveau de contamination. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait X% d'un contaminant à côté d'un autre produit qui n'est pas celui visé et quel est l'effort à mettre en œuvre pour venir séparer ce composé et réduire sa proportion avant d'atteindre le marché. La partie modification est relativement faible sur ces extraits parce qu'ils ont des propriétés vraiment spécifiques et qui sont suffisantes derrière pour atteindre un marché. Il n'y a pas besoin de modification chimique
par rapport, contrairement aux autres composés où la modification ouvre un champ des possibles plus large. La récolte est en jaune aussi parce que c'est quelque chose qui est relativement important. Je l'ai dit, il y a des quantités disponibles qui sont variables, donc il y a une vraie sélection, un vrai savoir-faire par rapport à la récolte, au conditionnement de ce type de ressources. Et on peut également avoir une variabilité qui va changer, une variabilité due aux paramètres sylvicoles, aux paramètres de saison. Et on peut avoir des besoins d'approvisionnement vraiment ciblés et très bien tracés pour être capable de dire que telle essence qui vient de tel endroit, un petit peu comme le vin, si on devait faire un parallèle, a des propriétés vraiment particulières. Donc voilà, je rappelle, hein, c'est une vision qui est relativement simple et subjective de l'application. On peut rentrer ensuite dans des détails beaucoup plus techniques pour ces différentes étapes. Donc au niveau des démarches, pour ce type de valorisation, la première chose, c'est de venir proposer des solutions d'extraction parce que ce qui est disponible, ce qui est présent dans la ressource, hein, que ce soit de l'écorce du nœud, de telle ou telle essence ou du bois, n'est pas forcément ce qu'on va arriver à extraire. Et quand on va arriver à l'extraire, on ne va pas l'extraire tout seul. Il va y avoir d'autres composés qui vont venir avec. Donc, il va être nécessaire de venir adapter ces conditions d'extraction selon les besoins, selon ce qu'on attend du produit. Donc, les étapes, ça va être de voir les solutions d'extraction, les conditions de mise en œuvre, l'optimisation éventuellement, caractériser les matériels obtenus et englober tout ça avec un bilan technico-économique qui va permettre derrière d'évaluer la possibilité à la fois financière et législative et environnementale, l'intérêt environnemental par rapport à ces méthodes. Donc, en peu de mots, hein, ce qu'on peut dire sur les composés qui sont non structurels, qui sont faciles, entre guillemets, à extraire, on pourrait... voilà, c'est quand même quelque chose qui est relativement peu énergivore pour venir extraire ces composés. On a une grande variabilité de qualité et de nature selon des facteurs qui sont identifiés et à maîtriser. On commence à avoir pas mal de recul par rapport à ces éléments-là, basés sur un historique assez fort pour les différents centres qui peuvent travailler sur ces thématiques. On a des méthodes d'extraction, de purification qui sont adaptées aux attentes du marché, aux attentes au niveau législatif également. Et donc, on a peu de besoin de modification. Donc, finalement, on a un circuit court qui est possible avec une récolte, une extraction, purification, la partie process, et un marché qui peut être assez proche, finalement, de la partie récolte. Donc, on a vraiment des grandes possibilités pour des produits qui sont à forte valeur ajoutée. Voilà, c'est assez large. On peut rentrer dans les détails pour certaines choses, mais ce serait vraiment une thématique spécifique. Voilà pour les composés qui sont non structurels. On a les composés maintenant qui sont structurels. Alors, dans les composés structurels, on va avoir la cellulose, les hémicelluloses et les lignines. Donc, ce sont les composés qui sont présents à l'intérieur des fibres de bois que l'on peut isoler, enfin des fibres des trachéides de bois que l'on peut isoler quand on regarde une tranche d'arbre. Je ne peux pas vous montrer, mais bon, il faut imaginer et vous projeter sur des produits à base de bois que vous avez autour de vous. Et donc, on a des développements qui sont en lien avec la possibilité d'extraction des matières et les capacités à fonctionner et valoriser, parce que la fonctionnalisation pour ces trois composés structurels ouvre un champ des possibles encore plus large. On commence par la cellulose. Donc, la cellulose, hein, c'est un produit qui est disponible dans toutes les essences de bois, qui est un produit également disponible sur des plantes annuelles et qui est relativement homogène. Alors, il y a des différences structurelles, mais globalement, on se retrouve avec un polymère qui est fait d'une même unité de cellobiose, qui est lui-même deux unités de glucose. Donc, c'est quelque chose qui est relativement stable. Alors, les chaînes sont plus ou moins longues, il y a certaines subtilités, mais on est sur des caractéristiques qui sont stables et reproductibles. D'un pays à l'autre, on va avoir de la cellulose, d'une essence à l'autre, on va se retrouver avec une cellulose qui est relativement proche. Et on a de nombreux usages derrière qui découlent de cette cellulose avec ou sans modification. On le verra juste après. Dans un premier temps, on va regarder comment on peut intégrer cette partie extraction de la cellulose.
C'est en rouge parce que c'est quelque chose qui est extrêmement bien maîtrisé, mais qui demande énormément d'énergie. Donc, c'est maîtrisé par les usines qui font la bioraffinerie. Donc, la bioraffinerie, les usines de bioraffinerie, ça va être pour un usage soit énergétique, soit un usage papetier ou bien un usage chimique de la cellulose. Mais ces grosses unités possèdent la connaissance et arrivent à optimiser leur process pour avoir une extraction qui soit efficiente. C'est une extraction qui n'est pas unique. Il y a d'autres produits qui sont extraits, qui sont valorisés, qui rendent rentables ces procédés, mais il y a énormément d'énergie qui sont à mettre en œuvre pour être capable de faire ce type de fractionnement de la matière et obtenir à la fin une cellulose relativement pure. La purification, filtration, qui va être adaptée selon les marchés, qui est pas forcément, qui est relativement bien maîtrisée aussi, mais qui peut être assez énergivore et demandeuse d'eau et donc derrière de retraitement de retraitement d'eau pour avoir un circuit fermé le plus fermé possible. La modification, on va le voir juste après, et la récolte, si on repart tout en haut à gauche, la récolte qui va être vraiment le plus proche possible des usines. Et c'est pour ça que si on pense aux usines de pâtes ou aux usines de bioraffinerie, on a des implantations qui sont proches des sites de production, proches des ressources. Donc, à nouveau, une représentation simplifiée, il y a plein de boucles qui s'intègrent dans cette boucle-là. Voilà, on a choisi d'extraire la partie cellulose. Donc, la cellulose, elle s'utilise dans plein de choses d'un point de vue chimique. Alors, j'aime bien parler des édulcorants où la cellulose, les édulcorants de E460 à E465 sont tous des composés qui sont issus de la chimie de la cellulose, avec des modifications plus ou moins complexes. Mais ce sont des produits qui sont présents dans la santé, dans la chimie, dans les matériaux. Et on a différentes possibilités de modification qui s'offrent à la cellulose. On peut quand même citer quelques travaux rapidement sur la cellulose. On peut parler de l'oxydation, où l'oxydation de la cellulose est une technique relativement complexe à maîtriser et qui permet d'avoir des valorisations ultérieures. On peut parler de fonctionnalisation, c'est ce qui est montré en bas à droite, où on a des hydrogels qui sont capables d'absorber plus de 20 fois leur poids en eau et qui peuvent venir en substitution de produits pétrosourcés qui sont utilisés pour venir absorber les liquides dans les produits d'hygiène, par exemple. Donc, en termes de conclusion sur cette chimie issue de la cellulose, on voit que c'est un produit qui est présent dans notre quotidien. C'est un marché qui est mature, extrêmement concurrentiel. Ce sont des grands groupes qui sont en compétition les uns avec les autres, avec des innovations qui sont tournées vers une amélioration des procédés, un verdissement, ça rapprochait des concepts de chimie verte pour l'extraction, et puis également le côté élargissement des domaines applicatifs des marchés de la cellulose pour proposer de nouveaux usages. On a les autres composés, voilà qui termine pour la cellulose. On a les autres composés structurels du bois qui sont également valorisés. Alors, ils ont une valorisation, on peut commencer par les hémicelluloses, qui sont les composés qui sont associés à la cellulose et à lignine, et qui actuellement font l'extraction qui font l'objet de peu d'extractions dédiées, mais qui sont sur lesquels de nombreux espoirs reposent. Ce sont des composés qui sont plus complexes que la cellulose, et on va avoir une variabilité relativement importante selon les origines, selon le type de matière première qu'on va considérer. Et donc, voilà, il y a des besoins d'installations qui sont relativement spécifiques. Donc, c'est ce qu'on voit juste ici. On revoit notre schéma où l'extraction, elle est nécessaire. Il y a des installations de taille critique de taille critique importante qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette extraction et derrière consacrer suffisamment d'énergie pour venir mobiliser et récolter ces hémicelluloses. On a la partie purification qui est un enjeu également, en particulier sur les concepts de chimie verte pour utiliser un minimum de solvant. Par contre, la modification de ces hémicelluloses est une niche importante parce qu'on connaît très très bien la chimie de la cellulose. On peut venir appliquer la même chimie ou des chimies proches à ces hémicelluloses avec l'avantage supplémentaire que les hémicelluloses sont solubles dans l'eau, là où la cellulose, elle, ne l'est pas. Donc, ça ouvre un éventail des possibles relativement important.
il y a des marchés actuels qui sont notés en vert, hein, où on peut l'utiliser pour faire pour les adjuvants papetiers. La principale valorisation actuelle, c'est l'énergie pour venir soit la brûler telle qu'elle, soit venir fabriquer des biocarburants, des biogaz au travers de la fermentation des sucres de ces hémicelluloses, comme on vient fermenter le glucose pour avoir du bioéthanol. Et il y a des usages vraiment à forte valeur ajoutée en pharmacie, en cosmétique, qui sont spécifiques. Et donc, c'est une chimie qui est en devenir parce que on a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est extrêmement important pour venir en substitution des produits pétrosourcés. Donc voilà, quelques exemples de travaux sur les hémicelluloses, hein, proposer une alternative à l'amidon en papeterie, développer des produits, des surfactants 100% biosourcés, c'est un enjeu. Et il y a aussi un gros engouement autour de la chimie du furfural et la chimie du HMF pour venir être des précurseurs des monomères qui ensuite sont utilisés pour venir synthétiser des polymères à propriétés vraiment spécifiques. Donc il y a vraiment un champ des possibles qui est très important. Donc, en conclusion, sur cette chimie des composés à base de sucre que sont la cellulose et les hémicelluloses, on a la cellulose d'un côté qui est extrêmement bien valorisée, les hémicelluloses qui sont des matières premières en devenir, et les usines de pâtes, par exemple, les usines de bioraffinerie de deuxième génération qui considèrent le bois comme matière première, sont des producteurs de telles molécules. Mais pour des valorisations, pour les bioraffineries, pour venir fabriquer de l'éthanol, de l'énergie, du bioéthanol. Donc, on a vu, hein, il reste présent un composé structurel à valoriser, qui est la lignine. Donc, la lignine hein, concentre énormément de recherche parce qu'il y a des gros volumes potentiels. C'est un coproduit de l'extraction de la cellulose ou bien des sucres fermentescibles et des bioraffineries. Et on a des axes de valorisation qui sont traditionnels ou bien qui sont novateurs, demandeurs de biosourcés. Donc, sur le graphique, hein, où on voit les volumes de production et puis les prix, on voit qu'il y a de relativement grandes possibilités pour des marchés de niche et des marchés qui sont plus ou moins matures. À nouveau, hein, si on revoit le process d'extraction, c'est vraiment celui qui va venir focaliser la difficulté, puisque, voilà, à nouveau, comme le procédé papier, comme les bioraffineries, il faut avoir des installations de taille critique suffisantes pour venir extraire cette lignine. Et la façon d'extraire va également avoir un impact sur la qualité ou sur le type de lignine qu'on va venir extraire. Donc, il y a pas mal de travaux actuellement sur la purification, la filtration, la modification de ces lignines en se basant aussi sur les biotechnologies et les modifications enzymatiques. Donc voilà, les lignines, hein, elles sont utilisées actuellement pour des matériaux. Alors, on va utiliser pour l'énergie, hein, c'est cette lignine qui permet aux usines Kraft en particulier d'être autonomes parce que le pouvoir calorifique des liqueurs noires et des dérivés de lignine derrière, ce pouvoir calorifique est supérieur à celui du pétrole. Donc, c'est une grosse source d'énergie à disposition pour ces usines. Les valorisations sous forme de matériaux actuels, pour le tannage du cuir, pour l'industrie du bitume, on en retrouve, c'est une des voies de valorisation actuelle, également l'alimentaire. Et il y a d'autres valorisations qui sont en devenir, hein, qui sont représentées ici. La partie substitution des phénols dans les adhésifs, par exemple. L'objectif, le Graal étant d'avoir un bois qui soit amélioré ou des produits à base de bois qui soient collés à partir de lignines de phénol issus des lignines. Donc, on colle le bois avec du bois, ou bien en bas à droite, l'amélioration de la durabilité du bois, où on a vu que la lignine était un produit qui était avec un traitement potentiellement antifongique. Donc, on vient améliorer les performances du bois grâce à cette lignine extraite du bois. On a d'autres valorisations qui sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus novatrices dans le sens où on peut venir intégrer la lignine dans les fibres de carbone et venir créer des composites à base de carbone biosourcé ou de carbone issu du bois. Et on peut derrière venir également faire des matériaux isolants. On travaille actuellement sur un projet où la mousse polyuréthane est partiellement utilisée et substituée par de la lignine. Et donc, on peut venir associer, comme pour les autres produits, hein, des voies enzymatiques et donc des technologies blanches pour venir augmenter le champ des possibles sur les valorisations.
Donc, en conclusion, sur cette lignine, on a une forte activité de recherche qui est motivée par voilà, une chimie qui est bien maîtrisée, un gros potentiel en termes de quantité. Par contre, on est en concurrence actuellement avec la valorisation énergétique et puis on peut avoir un intérêt à faire un fractionnement, à faire une différenciation selon les feuillus et les résineux. Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise autour de ce produit. Donc voilà qui termine cette partie sur la description des différents composés que l'on peut extraire du bois et que l'on peut et de ces différentes valorisations. Donc on a vu, c'est que les chimies du bois, la chimie du bois a un historique fort qu'il faut faire évoluer pour venir réactualiser la place du bois dans la chimie lourde, dans la chimie industrielle, et puis rendre ces procédés anciens compatibles avec le concept de chimie verte. On a des chimies du bois qui peuvent être vertes, des chimies du bois qui peuvent être traditionnelles. L'idée étant d'avoir de la chimie verte du bois, qualifiée un peu mieux, pour qualifier un peu mieux l'énergie qu'on met dans ces recherches. Donc on a vu, c'est un sujet qui est très vaste, on peut s'y perdre assez facilement, et donc il y a vraiment besoin d'accompagnement. Et on voit qu'il y a deux types de modèles industriels qui coexistent. On a des industries qui sont des industries lourdes, très bien implantées, à gros volume, que sont les papeteries, les bioraffineries, je l'ai cité à plusieurs reprises. En face, on a des PME qui sont innovantes pour des marchés de niche qui vont, elles, se focaliser sur la partie plus extractible. Et au milieu, on a relativement peu d'entreprises à dimension intermédiaire, donc ça complexifie un peu plus l'approche de la thématique. Alors, il y a quelques propositions qu'on peut faire de façon générale pour ceux qui voudraient se lancer ou qui cherchent et qui réfléchissent à cette thématique-là. Le premier aspect, c'est de venir valoriser l'ensemble de la ressource, qu'il faut privilégier une approche globale avec, par exemple, une application en chimie, mais il faut avoir des solutions complémentaires. Alors, selon les volumes, on peut aller de l'application en paillage de jardin jusqu'à une application matériaux et approvisionner des gros sites industriels. Donc les usines actuelles valorisent le maximum des flux pour avoir un maximum de valorisation de la matière première. Exploiter les spécificités du bois, c'est une chose importante pour ne pas venir concurrencer les autres ressources naturelles. Je parle de la bioraffinerie depuis un petit moment. Les bioraffineries de première génération utilisent des plantes annuelles. Et le bois, venir utiliser le bois en concurrence avec ces plantes annuelles qui sont produites en grande quantité, plus facilement mobilisables. Voilà, on peut se poser la question. Viser des marchés multisectoriels pour ne pas être dépendant d'une seule application et dépendant d'un seul marché. Et puis, voilà, s'appuyer sur des laboratoires peut-être qui ont un petit peu d'expérience sur la thématique et pour éviter les écueils et d'aller dans des impasses. Voilà, donc je vais terminer relativement rapidement avec, on a des arguments forts pour considérer le bois comme une source de molécules, matériau renouvelable, capteur de carbone, un bois qui est présent partout d'un point de vue mondial avec des potentiels au niveau d'essence qui sont sous-exploités, qui sont disponibles, des coûts produits qui sont sous-valorisés, souvent utilisés en énergie, mais qu'on pourrait valoriser différemment avant de les considérer en énergie. On a également tout l'aspect issu du recyclage, du bois recyclé, qui pourrait être intégré dans cette approche de la chimie du bois. Et puis, on a des capacités de fractionnement des séparations macroscopiques amont et qui permettent de tirer parti des spécificités de chacune des parties de l'arbre. Et voilà, donc après une dernière diapo qui synthétise l'ensemble des choses qui ont pu être dites au travers des stratégies à définir, l'enjeu autour des tailles critiques, l'enjeu autour des méthodes des techniques utilisées pour venir fractionner le bois et récupérer des molécules d'intérêt. L'aspect priorisé, les usages du bois, en lien avec la question qui était posée au début, est-ce qu'il faut changer les usages du bois ou est-ce qu'il faut avoir garder cette application en cascade qui est une force de l'industrie du bois actuellement. Et puis on a des fortes attentes à concrétiser. Beaucoup d'investissements qui ont été faits sur cette chimie du bois, des investissements en recherche. Maintenant, il faut accompagner cette évolution, accompagner cette maturation vers la concrétisation sur des marchés pour un usage raisonné du bois et plus largement des arbres et des ressources forestières. Voilà qui termine ma présentation et je vous remercie du temps consacré et de votre attention.